Alors, l'automobile bouge beaucoup, 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 contrairement à ce qu'on peut penser. On commence à voir apparaître des véhicules hybrides ou écologiques. Alors, on pourrait déjà un petit peu parler de la C3. C'est une toute première européenne qui est un tout petit pas, mais il doit y avoir d'autres grands pas. La Prius 2, je pense, est un phénomène marquant. La Prius 1 a été fabriquée sur 5 ans à 800 000 exemplaires, a été arrêtée il y a 1 an et demi, a été remplacée par la Prius 2 qui est déjà beaucoup plus intégrée. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, elle se vend extrêmement bien et ils sont sur un trend de 5 millions de véhicules sur 6 à 7 ans. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que c'est des fabrications équivalentes à celles de la Clio, qui est un très bas de gamme. On ne sait pas si Toyota ne la vend pas un peu à perte, c'est pas impossible, mais en tout cas, ils prennent une sacrée part de marché. Ils lancent même un gros 4x4 de loisirs, dans lequel la fonction 4x4 sera assurée par 2 moteurs différents. L'un thermique à l'avant, ça va être sûrement un gros V8 ou un V6, rien que pour satisfaire l'esprit américain. Mais à l'arrière, ce sera un moteur électrique pour le train arrière. Donc on simplifie la mécanique. En plus, en ville, on peut ne rouler que sur le moteur électrique, du moins sur une certaine distance, tant que les batteries ne sont pas à plat. Bon, Honda a lancé autre chose. Dassault, Eliès, Bolloré, EDF se lancent dans une autre aventure. Ça, je ne sais pas si elle arrivera. Mais on va voir, en fait, le monde automobile bouge énormément. Et en plus, dites-vous que les constructeurs automobiles européens ne veulent absolument pas parler véhicules hybrides pour l'instant, ce qui signifie très clairement qu'ils sont en pleine concurrence et en plein développement de ce point de vue-là. Mais l'électronique, c'est gentil. On a dit c'est 25% du coût d'une automobile, mais c'est 35% des défaillances aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. Et en fait, on a l'impression que les constructeurs ont vraiment le sentiment de ne pas contrôler ce qu'ils ont fait. Il y a 3 grandes approches. C'est d'abord la mise en place d'une culture électronique dans une industrie qui est avant tout mécanique. L'automobile, c'est la mécanique. On arrivera aux véhicules électriques en Europe que le jour où, au conseil d'administration d'un constructeur, il y aura enfin quelqu'un qui provient de l'industrie électrique. Il n'y en a aucun pour l'instant. Ni de l'électronique, ni de l'électrique. Intéressant quand même. Ensuite, il faudra quand même une certaine standardisation qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Si vous voulez, toutes les fonctions cachées de l'électronique, tout ce qui est sous le capot, moteur, tout ce qui est liaison au sol, enfin frein, suspension, direction, etc., ce qu'on appelle des fonctions cachées, qui, par exemple, dans un groupe comme PSA, les moteurs, ils ont 4 lignes de moteur pour 20 lignes de voiture, mais en fait, c'est tout, il y a 4 lignes de train avant. Ce sont les mêmes partout, en fait. Mais on peut standardiser plus entre Renault, Peugeot ou autres. Pourquoi les calculateurs ne sont pas identiques? Vous voyez? Et pourquoi donc les logiciels ne seraient pas identiques et auto-adaptatifs? On peut aller beaucoup plus loin. Et puis, en fait, une approche globale de la conception à la mise sur le marché. Et là, il y a un défi de taille pour l'industrie automobile. Et ce défi de taille, ce n'est pas ma génération qui le relèvera, ce sera celle des ingénieurs que vous allez former aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui sont déjà trop formés sont, entre guillemets, foutus de ce point de vue-là. Alors, la mécatronique, donc faire une automobile, mais ça peut être aussi bien faire une machine à laver ou autre, c'est des compétences en mécanique, en capteur, en électronique analogique, en électronique digitale, en logiciel embarqué, en réseau, en logiciel associé, en automatique, en algorithmique, en électrotechnique, en sûreté de fonctionnement, en physique, en ordre de grandeur physique, en fiabilité, en probabilité, en ergonomie, en management d'équipes pluridisciplinaires, en méthode de développement, j'en oublie. Voilà tout ce qu'il faut savoir. Je crois qu'il est hors de question d'enseigner, aussi bien à l'université que dans nos grandes écoles, l'ensemble de cela. C'est pas simple, si vous voulez. C'est pas simple du tout, parce que les équipes pluridisciplinaires ont toutes des langages différents. Regardez la méthode de développement de mécanique. Vous donnez à des mécaniciens de chez Renault ou Peugeot, leur dites, tiens, on va faire une nouvelle boîte de vitesse. 1 mois après, les mecs, ils ont déjà fait de la fonderie et travaillé avec des fraiseuses et des perceuses dessus. Le projet dure au moins 2 ans, enfin 2 à 3 ans. Vous dites aux gars qui vont faire le calculateur de la boîte de vitesse. Vous dites, ah ben là, on va développer le calculateur de boîte de vitesse. Non seulement 1 mois après, ils n'ont rien, mais sur un projet de 24 mois, 23 mois après, ils n'ont toujours rien. En clair, ils ont travaillé totalement par de la simulation. Puis le 24e mois, hop, ils arrivent avec l'appareil tout fait. C'est terminé. C'est-à-dire qu'on a déjà 2 méthodes complètement différentes. Ce qu'on appelle le cycle en V du développement dans l'électronique. Et, du moins avec les gens existants, est inapplicable à la mécanique. Enfin, inapplicable
parce qu'il faut enseigner en mécanique le cycle en V. C'est-à-dire qu'on fait les spécifications, on les valide, enfin, on travaille beaucoup sur du papier, et après ça, on développe, on remonte l'autre partie du V. Bon, dites-moi par rapport à l'horaire, simplement. J'ai un accélérateur à table que je ne voulais pas présenter. Oui, mais bon, je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Je ne sais pas pour combien de temps vous en avez. Non, on est bon parce que vous aviez déjà un quart d'heure de retard, donc vous avez encore 10 minutes. Bon, ok. Ok, d'accord. Bon, il ne faut pas oublier que l'automobile, c'est un environnement très sévère. Hein, très sévère. Quand vous allez au sport d'hiver, vous allez dans la flotte pleine de sel, vous en mettez partout, il fait moins 20 quand vous démarrez. Peu après, dans le moteur, enfin, du moins à côté du moteur, il fait plus 100. En même temps, 6 mois après, vous allez l'été au bord d'une plage, vous laissez votre voiture fermée, il fait au moins 100 degrés sous le capot avant que vous ne démarriez la voiture. Bon, vous mettez tout de suite, bien entendu, à peine le moteur démarré, l'air conditionné en route tellement c'est étouffant, en actionnant toutes les vitres et le toit électrique. Enfin, c'est un environnement hyper sévère. Deuxièmement, c'est par rapport aux industries que j'ai citées tout à l'heure, enfin aux applications de la mécatronique tout à l'heure, c'est le seul environnement dans lequel ce sont des amateurs qui le font fonctionner. Enfin, amateurs, c'est moi et c'est vous tous dans la salle, enfin du moins tous ceux qui ont un permis de conduire. Un pilote d'avion, il a des consignes à respecter. Il est totalement encadré. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, on arrive, enfin le nombre d'états dans lesquels il peut se trouver est fini. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'infinité des états dans lesquels peut se trouver une automobile. C'est fou. Avec son automobiliste à bord, bien sûr. C'est absolument fou. Ensuite, il y a des tas de problèmes techniques encore mal connus. Là, j'aurais pu le dire aux gars qui manifestaient pour la recherche. Enfin, je pense en particulier à la CEM, enfin la compatibilité électromagnétique. C'est vraiment un sujet que l'on ne maîtrise absolument pas, ou en tout cas très mal. Enfin, les seuls à commencer à vraiment le maîtriser, à mon avis, sont les militaires, et ça se voit très bien dans des équipes qui proviennent du militaire et qui développent certains composants de l'automobile. Ça se voit immédiatement en voyant le circuit. C'est que les gars, ils ont commencé par traiter la compatibilité électromagnétique avant de commencer à traiter leur circuit. Mais c'est assez amusant. Alors, il y a des systèmes complexes qui manquent d'outils de conception globaux, hein, et surtout de mise au point. La mise au point, je qualifierais de folklorique. En 40 ans d'informatique, disons ça, moi je vois pas tellement d'évolution dans la mise au point. Et d'autre part, les outils de simulation, en fait, ils sont tous différents. Il y en a en électronique, il y en a en conception, il y en a en thermique, il y en a en mécanique, il y en a en électrique, enfin en puissance électrique, il y en a en CEM, il y en a enfin, etc., etc., etc. Et en fait, rien n'est relié entre soi, bien qu'il y ait des passerelles, enfin les passerelles ne sont pas suffisantes. Il y a une variété d'interactions. C'est impossible, disons, de faire des tests exhaustifs. Ensuite, on exige une sécurité de fonctionnement absolument totale. C'est normal. Je veux dire, quand j'appuie sur la pédale de frein, j'aime bien que ça freine. La fiabilité est très complexe. Et en plus, on ne peut pas se permettre, eu égard au prix de l'automobile, de tout tripler, par exemple, comme dans un avion ou un train, où tout est triplé. Bon, enfin, on dit, on intègre, ça offre une meilleure fiabilité, etc. C'est pas un but en soi. En fait, ça correspond d'abord à une baisse des coûts. C'est ça que je recherche les constructeurs. Enfin, baisse des coûts, apporter de nouvelles fonctions.